Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 12 juillet. Le PLU de Tours voté en conseil municipal hier soir. C'est le coup d'envoi à une densification de la ville de Tours. Les salariés de MAM restent mobilisés. Ils se sont rassemblés devant la préfecture ce matin. Une délégation a rencontré le préfet notamment. Les salariés demandaient une enveloppe de 500 000 €. Ils ont obtenu la création d'un comité de pilotage associant départements, régions, État et Pôle emploi. Enfin, le festival des Méridiennes bat son plein. Chaque midi, un concert de 30 minutes dans la salle Ockeghem. Différents styles de musique qui sont représentés. C'est désormais acté, le boulevard Thiers à Tours va changer de nom. Il se nommera désormais le boulevard Jean Royer, en hommage à l'ancien maire de la ville. Ce sont les élus municipaux qui l'ont décidé hier soir, lors d'un conseil où était présenté un projet phare, le PLU, le plan local d'urbanisme qui va dessiner le visage de Tours pour les 10 prochaines années. Un PLU orienté par l'arrivée du tramway vers les mobilités durables. Et pourtant, pour Sophie Oconi, le grand absent du PLU, c'est le vélo qui ne dispose pratiquement pas de voie en site propre. Une voie cyclable, pour moi, c'est une voie qui est séparée de la chaussée voiture. Et ça, à Tours, il n'y en a quasiment pas. Même dans le quartier des Deux Lions, qui est un quartier tout neuf, récent, qui est l'œuvre du maire de Tours, il n'y a pas une voie cyclable digne de ce nom. Mobilité durable, mais surtout densification urbaine. L'un des grands points de ce PLU contesté par Sophie Oconi. Des immeubles plus hauts, des quartiers plus denses, notamment dans le corridor du tramway, c'est-à-dire sur une bande de 500 mètres de part et d'autre de la ligne. Une densification harmonieuse selon le maire de Tours et Jean Germain de préciser quelques grands projets de ville. Les quartiers militaires transformés en zone de logement et d'activités économiques et universitaires. La rue nationale transformée en zone piétonne avec l'arrivée du tramway. Et enfin le haut de la rue nationale qui va s'élever des deux côtés en même temps avec le projet non pas d'un mais de 2 hôtels. Je rappelle qu'on étend le secteur sauvegardé de la ville de Tours, que tout le vieux Tours est dans le secteur sauvegardé. Je rappelle que densifier, ça ne veut pas dire construire partout, ça veut dire au contraire limiter l'étalement urbain et construire en hauteur un certain nombre d'endroits. Quant au projet de Tours, ces fameux signaux sur la ville, leur hauteur a été réduite, 58 mètres au lieu de 64 de Lyon, 54 au lieu de 58 prévus sur l'île aux Vinci. Une réadaptation conséquence de la consultation publique, car ces projets font polémique. Cette densification, Renaud Denedieu de Vabre ne s'y oppose pas, à condition que les projets soient correctement portés par Jean Germain. C'est un élément très très important. Le débat sur les tours, ça passionne les gens. Et je lui ai demandé, je n'ai pas eu de réponse, de prendre l'engagement qu'il y aurait un concours d'architecture. Pourquoi ? Parce que si des talents de Tours, des talents français, des talents européens, des talents du monde entier viennent faire des projets pour notre ville, c'est bon pour son image extérieure. Voilà, donc c'est un beau sujet. Ce conseil municipal qui a duré plus de 7 heures aura encore révélé quelques surprises du côté de l'opposition de droite et du centre droit, aujourd'hui divisé en 2 groupes. Lors du vote sur le PLU, le groupe mené par Sophie Oconi a voté contre, celui de Renaud Denedieu de Vabre s'est abstenu. La région s'engage au retour à des conditions d'exploitation normales de la ligne ferroviaire Le Blanc-Argent auprès de Réseau Ferré de France. Le budget de cette remise en état est estimé à 13,6 millions d'euros. Aujourd'hui, seuls 8 750 000 € sont engagés, 4,5 par RFF, 4 du côté de la région et 250 000 par la ville et la communauté de communes de Romorantin. Les conseils généraux de l'Indre et du Loir-et-Cher, eux, ont refusé de s'engager dans ce financement. François Bonneau a donc annoncé ce matin que la région officialisera un complément de sa participation en septembre prochain pour que les travaux puissent commencer dès décembre 2011 et un retour à la normale à l'été 2012. Les trains devraient alors pouvoir reprendre une vitesse normale de 70 km/h contre 40 aujourd'hui pour des raisons de sécurité liées à l'insalubrité de la ligne. Finalement, pas d'enveloppe, mais des avancées importantes. Adhésion possible à la convention de reclassement professionnel qui garantit le paiement du salaire à 100% pendant 1 an, examen de 13 pré-retraites, mise en place d'une cellule de reclassement, possibilité de mobiliser les indemnités différentielles de salaire pendant 2 ans si le nouveau salaire est inférieur,
et aides de la région pour bénéficier de formations. Selon le préfet, les aides proposées aux salariés vont bien au-delà de l'enveloppe demandée. Le seul coût de la convention de reclassement professionnel, c'est 11 millions d'euros. La cellule de reclassement, c'est 450 000 euros. Ce que la région pourra mettre en matière de formation sont des sommes beaucoup plus importantes. Donc, ce n'est pas une question d'enveloppe. L'important, c'est que tout le monde se mobilise pour trouver un avenir professionnel aux 224 personnes qui viennent d'être licenciées. Voilà l'enjeu. Ce n'est pas une enveloppe de 100 000, 500 000, plusieurs millions d'euros. On est au-delà. Un comité de pilotage va même être mis en place avec l'État, le Pôle emploi, le Conseil régional et le Conseil général. Une mobilisation des pouvoirs publics hors norme pour tenter de faire face à ce sinistre industriel. Les représentants syndicaux se disent satisfaits, même s'ils sont en désaccord avec les chiffres avancés. Il y a quelques avancées, même s'il n'y a pas de dispositif collectif pour les salariés, parce qu'on est sur des mesures d'accompagnement individuel, mais qui sont quand même ce qu'on a l'air d'être assez intéressantes. Vraisemblablement, les salariés qui demanderaient de la formation sur un projet pourront bénéficier d'aide de la région, donc c'est quand même important, quoi. Maintenant, on nous a annoncé des chiffres par monsieur le préfet un peu invraisemblables, comme quoi il y avait des millions et des millions d'euros qui étaient avancés, sauf qu'ils prennent en compte la question de la CRP de Pôle emploi, sauf que c'est quand même nos salaires qui les payent, donc c'est un peu compliqué d'avancer ces chiffres-là. Voilà. Il ne leur reste plus qu'à s'inscrire à la convention de reclassement, mais pour certains, il faudra encore attendre de recevoir la lettre de licenciement pour pouvoir entamer des démarches et enfin tourner la page. Le CHU Bretonneau et son nouveau bâtiment, le B3, au cœur d'une querelle interne. D'un côté, le CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de l'autre, la direction du centre hospitalier. La direction a en effet assigné le CHSCT devant le tribunal de grande instance de Tours. Le motif, la désignation d'un expert par le CHSCT pour évaluer les conditions de travail suite à l'ouverture du nouveau bâtiment. Le problème, c'est que c'est les longueurs de couloir, déjà premièrement, par exemple pour le brancardage, qui sont très très longues, qui n'ont pas été évaluées, qui sont avec un effectif réduit, et cet effectif réduit va poser problème, c'est-à-dire que si l'effectif du brancardage ne fait pas le brancardage, ça va être reporté sur les AS des services qui vont devoir brancarder, donc qui vont de fait ne plus être dans leur service. Des défauts d'organisation, selon les représentants du personnel, qui ne permettent pas d'assurer la qualité des soins. Ainsi, la direction du CHU n'est pas opposée à cette expertise. Le problème serait donc lié au mode de désignation de l'expert. Le CHSCT, dans son droit, à travers le Code du travail, peut nommer un expert, ce qui a été fait le 2 mai. La direction voudrait simplement passer par un appel d'offres public pour nommer l'expert à travers donc un cahier des charges, etc. Question de procédure, c'est donc le tribunal de grande instance de Tours qui devra trancher sur cette question d'expert. Une audience que les syndicats regrettent plus qu'ils ne redoutent. Ça montre justement ce que l'on dit depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue social à l'hôpital. C'est-à-dire que le dialogue social, c'est se mettre autour du table et discuter. Là, on ne discute pas, c'est-à-dire on va au tribunal. Et le cas Bretonneau n'est pas sans précédent. Le tribunal de Nantes a en effet eu à délibérer sur un cas similaire et a reconnu fin juin le droit du CHSCT à désigner un expert. À Tours, l'audience qui devait avoir lieu ce mardi matin a été reportée au 23 août prochain, date à laquelle le CHSCT espère obtenir raison et déclencher rapidement l'expertise des conditions de travail du B3. Entre la subtilité des touchés de harpe et la pureté des voix, l'ensemble Diabolus in Musica occupait la scène du festival Les Méridiennes ce lundi midi. Sous les voûtes de la salle Ockeghem à Tours, les chants imaginés au Moyen-Âge par Thibaut de Champagne se croisent avec les airs du compositeur du XXe siècle, Georges Migot. Un répertoire qui traduit l'esprit des Méridiennes.
l'objectif de cette programmation n'est surtout pas de faire un festival de musique ancienne dans lequel Diabolus et Musica s'auto-invitent. On ne va pas se l'interdire non plus, mais le but des Méridiennes, c'est vraiment de décloisonner, au contraire, d'ouvrir les portes. Voilà, on a une période où la musique classique, la musique ancienne doit absolument s'ouvrir aux autres disciplines, aux autres musiques. Et avec les Méridiennes, je crois qu'on arrive à faire ce croisement. Musique du monde, jazz et électro, les Méridiennes jouent en effet la carte de l'éclectisme. Et chaque jour, à 12h15, une centaine de spectateurs répondent au rendez-vous, séduites justement par cette croisée des genres. J'adore la musique ancienne d'abord, et puis je trouve qu'il y a une invention dans ces concerts qui sont magnifiques parce qu'on passe du luth, on passe à la musique contemporaine associée à la musique ancienne, et je trouve que ce sont des choix magnifiques et très intéressants. Le tout, s'il vous plaît, dans une ambiance conviviale et gastronomique. Car si la musique nourrit le cœur et l'âme, nul ne refuse les dégustations proposées à l'issue des concerts. 30 minutes d'éveil musical, suivi de 20 minutes de ravissement des papilles, dans un cadre historique et patrimonial remarquable. Un cocktail auquel vous pourrez vous initier jusqu'au 16 juillet.